Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, un tiers des femmes et 9% des hommes de 18 à 69 ans déclarent avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie. 81% des premières violences se produisent avant l'âge de 18 ans. C'est un problème majeur, un fléau, et on a décidé de consacrer une série cette semaine aux violences mais aussi à l'éducation sexuelle. Et on aborde aujourd'hui le sujet sous un angle plus conceptuel, c'est celui de la philosophie politique. On le fait avec Marie Chartron, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on révise notre culture G. Cette semaine, Grèce antique, question du jour. Vous connaissez forcément la légende du soldat Philippides. Vous savez, c'est celui qui aurait couru de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire avant de mourir d'épuisement. Mais qui s'affrontait lors de cette bataille? Haha, vous ne savez pas, eh bien vous saurez et vous aurez des explications dans moins de 10 minutes avec Patrice Brun. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris, sujet de ces années collège. Zoom sur le réseau social numéro 1 des ados, Snapchat. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Marie Chartron, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes docteur en philosophie politique, vous êtes aussi documentariste et vous publiez aux éditions La Découverte Penser les violences sexuelles. C'est un essai extrêmement riche, documenté, parfois touffu pour le profane que je suis, mais qui nous invite à un geste intellectuel absolument essentiel, qui est de considérer les violences sexuelles non pas comme des actes isolés, mais comme un phénomène structurel. Je veux bien qu'on commence par dire un mot sur la structure du livre. 3 étapes. La première, elle revient sur la manière dont les violences sexuelles ont été théorisées à partir des années 60, 70, beaucoup aux États-Unis. Oui, tout à fait, effectivement. Historiquement, le viol avait été défini par les hommes, dans une perspective masculine. En France, on le voit notamment avec cette notion de rapt, qui désignait bien là l'idée d'un vol d'une femme à un homme par un autre homme, que ce soit le mari ou le père. Et donc effectivement, dans les années 70, on a un moment là fondateur à la fois en termes de mobilisation et en termes de théorisation. Il me paraît essentiel d'entamer le livre à partir de ces théorisations-là, qui ont été très riches, très radicales également, et qui permettent de problématiser les questionnements qu'on a aujourd'hui depuis MeToo. Et donc, ces féministes-là, effectivement, les mobilisations ont permis d'abord, par la réunion, aux femmes de se réunir, de partager leur vécu, et par le partage des vécus, de prendre conscience de l'ampleur des violences sexuelles dans le quotidien des femmes, et qu'il s'agissait non pas d'un problème ou d'un malheur personnel, mais bien d'un problème politique. D'un problème politique, et il y a beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui, mais qui en fait sont déjà positionnées à l'époque. Alors je ne sais plus d'ailleurs si à l'époque on parle d'intersectionnalité ou pas, mais c'est déjà à cette époque qu'on commence à dire qu'il peut y avoir une stratification des formes d'oppression, qu'être femme et pauvre et d'origine étrangère, ça peut poser des questions supplémentaires. Et tout ça, en fait, ce substrat, c'est ce qui est très intéressant dans la première partie, on se rend compte que ça fait finalement un demi-siècle que c'est déjà travaillé par la pensée. Deuxième partie, vous vous concentrez là sur les violences, d'une part, entre partenaires hétérosexuels, et d'autre part, les violences contre les mineurs, et notamment l'inceste. Pourquoi vous avez choisi ces deux zooms? Parce qu'évidemment, vous le précisez dans le livre, ça n'exclut pas tout le reste. Effectivement, dans une deuxième partie, je me centre, donc c'est une approche qui est plus empirique. Donc à partir de là, j'abandonne un peu la discussion théorique, et je me centre à partir des sciences sociales, qui sont vraiment fondamentales pour la réflexion sur les violences sexuelles comme phénomène social. Je me centre sur 2 contextes où la violence sexuelle est particulièrement prévalente, à savoir dans un contexte hétérosexuel entre partenaires connus les uns des autres, et je me centre également sur les violences sexuelles intrafamiliales. Et le premier, je me permets de le souligner, c'est absolument essentiel, puisque vous y venez à un moment donné, l'image qu'on peut avoir en tête du type dans une ruelle sombre avec un couteau, etc., c'est pas du tout le cas dominant des viols. Les viols sont commis par des gens qu'on connaît. Tout à fait. Et c'est là où l'apport de la sociologie, c'est là où je viens la chercher, c'est effectivement que les enquêtes statistiques nous ont permis, et les premières permanences également téléphoniques accompagnant les victimes de violences sexuelles ont permis de rendre compte du fait que la plupart des violences sexuelles ne sont pas le fait d'inconnus dans une ruelle sombre, mais bien le fait de proches, de personnes connues, de l'entourage, de la famille. Et la troisième partie est un plaidoyer pour l'instauration d'une justice transformative. Alors on avait parlé déjà ici de la justice restauratrice, puis il y a eu un film qui a eu beaucoup de succès, dont évidemment le titre va m'échapper. Je verrai toujours vos visages. Voilà, qui vous revient. C'est quoi la différence entre justice restaurative et restauratrice et transformative? Oui, alors la justice restaurative, telle qu'elle est conçue ici en France, c'est un ensemble de dispositifs qui sont adossés au système pénal, qui concernent des détenus et des victimes dans un cadre
cadre, on va dire, pénal qui permet un espace de discussion et de dialogue entre victimes et détenus ou ex-détenus. La justice transformative, initialement, elle s'est voulue, c'est un concept qui a été forgé par la militante Ruth Morris, qui l'a voulu comme un dépassement de la justice restaurative, avec la question qu'elle a adressée à la justice restaurative, comment est-ce qu'on pourrait restaurer une justice qui n'a jamais eu lieu? Et donc l'idée pour elle, c'était non pas de restaurer une harmonie sociale qui aurait été préexistante à la violence, mais de transformer, faut tout changer, en fait. Voilà, transformer les causes sociales qui ont pu donner lieu à la violence. Alors je reprends au début, nos années 60-70, l'émergence du viol comme objet politique. En fait, le viol, il était déjà condamné depuis belle lurette, puis on appelait ça le rapt. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la définition, dans la perception qu'on peut en avoir? Les mobilisations féministes, elles ont permis déjà de faire valoir une perspective féministe sur le viol, à savoir qu'il ne s'agissait pas donc, en tout cas, la définition du viol comme rapt était totalement inadéquate pour rendre compte du vécu du viol comme violence. Et effectivement, ce n'est qu'à partir en France des années 1980 et sous la poussée des mobilisations féministes, que la définition du viol a été modifiée et a commencé à intégrer l'idée du viol comme effraction physique et psychique. Avant, il y a des trucs, c'est lunaire. Quand on vous lit, on a des débats sur des centimètres de pénétration ou pas. On voit que c'est vraiment une... à la fois une perspective très réductrice, totalement masculine et sordide. Mais alors là, ces questions-là de pénétration et ces représentations du viol, elles sont encore, je veux dire, on est vraiment sur un processus qui est encore en cours. La notion de viol conjugal, l'idée de viol conjugal, elle émerge, elle est reconnue légalement à partir des années 90 seulement. Donc on est vraiment, je veux dire, il y a des femmes encore vivantes aujourd'hui qui ne savaient pas quel mot mettre sur des viols qu'elles auraient subis dans la sphère conjugale. Pour la question de la pénétration, ce n'est que très récemment encore là, dans ces dernières années, qu'on a commencé à considérer le viol, considérer par exemple le cunnilingus comme un viol et non plus uniquement la pénétration. Ouais. Voilà, donc c'est des considérations, des conceptions qui sont encore en cours et qui d'ailleurs ne sont pas forcément prises au sérieux et pris assez au sérieux, y compris par les affaires judiciaires. Ces années 60-70, c'est aussi celles où on commence à faire le lien entre le viol et le système capitaliste. Parce que je parlais d'intersectionnalité, mais il y a quand même ce lien-là aussi. On est dans des systèmes oppressifs, le patriarcat, le capitalisme, tout ça, c'est des choses qu'on entend passer aujourd'hui dans l'actu, mais c'est posé dans ces années-là. Beaucoup de féministes de ces années-là ont lu Marx attentivement. Certaines d'entre elles, donc les féministes radicales, vont avoir tendance à dire, alors la lecture de Marx, elle est pertinente, mais elle n'est pas suffisante pour expliquer les rapports de domination homme-femme. Et donc, des féministes radicales, par exemple comme Shulamit Firestone, elles vont tenter de proposer une conception matérialiste de l'histoire qui aille en deçà des rapports de classe pour aller chercher ce qu'elle appelle le substrat sexuel, donc les rapports le système de classe qui est le plus ancien et le plus primordial, qui serait le rapport de domination entre hommes et femmes. Ça, c'est une approche, on va dire, plutôt du féminisme radical. Et puis d'autres qui sont plus orthodoxes, plus féministes marxistes, un peu à la manière de Angela Davis, par exemple, qui vont tendance à penser et à proposer que le capitalisme et les rapports de domination hommes-femmes et les violences sexuelles sont intrinsèquement liés et qu'avec l'avènement du socialisme, disparaîtront les violences sexuelles. Alors, bon, on leur a prouvé tort. Par contre, elle dit notamment que le capitalisme est un terreau privilégié de violences sexuelles en raison de l'impunité notable des personnes de classe privilégiée. Et ça, pour le coup... Et ça se vérifie quand on regarde ce qui se passe dans les tribunaux ou même d'ailleurs dans les débats qu'il peut y avoir dans l'actualité. Une toute petite question avant de réviser notre culture G antique. Derrière cette question du viol ou dans cette question du viol, il y a évidemment celle du consentement, qui est une question, là encore, extrêmement complexe, avec une différence que vous soulignez entre consentir et vouloir. Oui, effectivement, dans le livre, moi j'ai tendance à proposer et à défendre l'idée de se centrer sur le critère de la volonté plutôt que sur le concept du consentement. Je ne suis pas la seule. La loi canadienne le fait d'ailleurs. Hein, tout à fait. La loi canadienne, en tout cas, évoque cette idée d'accord volontaire. Il y a un certain nombre de personnes avant moi qui ont critiqué cette notion de consentement comme étant problématique, voire intrinsèquement inégalitaire. Geneviève Fraisse, notamment, a très bien analysé le consentement comme... Grande féministe française, toujours vivante d'ailleurs, mais qui s'est fait connaître il y a une trentaine d'années. Et qui a rédigé un ouvrage qui s'appelle du consentement. Et qui, notamment, le fait valoir comme intrinsèquement bancal, c'est-à-dire qu'il recouvre à la fois l'idée d'acceptation et d'adhésion, l'idée de soumission et l'idée de choix. Et donc, à partir de là, ça rentre en plein dans la stratégie de l'agresseur. Et donc, contre cette idée-là de consentement qui charrie avec elle encore et encore une inégalité dans les rapports sexuels, il me semble que le critère de l'accord volontaire et de l'égalité des volontés permet effectivement une réelle égalité sexuelle. Marie Chartrand, on va venir à l'œil du cyclone juste après l'antisèche et à ces violences dont on parle beaucoup dans l'émission parce qu'elles touchent les mineurs et l'inceste. Pensée des violences sexuelles. Le livre vient de sortir, c'est aux éditions La Découverte. On retrouve Marie Chartrand juste après l'antisèche. Pour l'instant, on révise notre culture G et on part en Grèce antique.
Patrice Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Bordeaux-Montaigne, membre du conseil scientifique de l'école française d'archéologie, auteur donc de ces 50 dates historiques de la Grèce antique qui viennent de sortir chez Armand Collin. Alors tout commence bien avec ma question. Alors on ne se souvient pas forcément qu'il s'appelle Philippides, mais on se souvient vaguement qu'il y a cette histoire d'un soldat qui court 2 marathons à Athènes. Il dit, alors faites le mot en grec d'ailleurs. Nenike Kamen. Ben voilà, on a gagné. Nous avons gagné. Et puis clac, il meurt. Et puis il meurt. Et comme il y a 40 km en gros entre Marathon et Athènes, on se dit qu'en l'honneur de cette grande victoire, on va créer une course. Bon, d'abord, c'était ma question, qui s'affrontait lors de cette bataille? Alors ce sont les Perses contre les Athéniens. Et on est en 90 avant Jésus-Christ. Oui. Voilà. Et pour en revenir. C'était Darius Ier. Et Darius, le grand, Darius dit le Grand. Cette bataille est une. C'est le grand-père d'Alexandre dit le Grand. Darius, non, je mélange tout. Non, oui, vous mélangez là les Perses et les Macédoniens. Ah bah alors, c'est pas le bon Darius, n'importe quoi. La bataille du Marathon est une bataille très célèbre, peut-être la plus célèbre du monde antique. Puisqu'elle a donné naissance, effectivement, à une course aux premiers Jeux Olympiques modernes en 1896. Le problème, c'est que les 42, c'est anecdotique, mais les 42 km, c'est pas la distance exacte entre Marathon et Athènes, c'est celle entre le départ et la fin des Jeux de Londres de 1904. Enfin bon, ça c'est un détail. C'est une bataille de peu d'importance, finalement, sur le plan militaire. Mais par contre, les Athéniens ont su la faire mousser d'une manière absolument remarquable. Parce que ce n'était pas gagné qu'ils la remportent, cette bataille. Ah non, ils étaient en nombre inférieur. Ils étaient en nombre inférieur, mais il faut quand même dire qu'ils ont attaqué lorsque les Perses rembarquaient. Donc en fait, il faut pas... C'est pas très sport. Ah, mais non, c'est pas sport. Ils ont attaqué sur l'arrière, donc c'est pas très... C'est pas sport. Bon. Mais donc c'est une bataille quand même importante, parce qu'elle a créé d'abord l'idée que les Perses n'étaient pas invincibles. Jusqu'alors, on imaginait qu'ils l'étaient, et là, ils ont prouvé qu'ils ne l'étaient pas. Et puis, ils ont dit, mais voyez, nous, Athéniens, on est capable de battre les Perses. Et idéologiquement, ça a été absolument essentiel pour l'histoire future d'Athènes, à la bataille du Marathon. Maintenant, alors, c'est vrai que la légende... venons-en à Philippides. Philippides. Alors, Philippides, c'était un hémérodrome. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui courait toute la journée. Il était capable de courir toute la journée. Et Philippides n'a pas du tout fait Marathon-Athènes. Il a fait beaucoup mieux. C'était un messager des Athéniens pour demander l'aide de Sparte. C'est-à-dire qu'il a fait Athènes, Sparte, Athènes, en l'espace de 2 jours et demi. Et il y a combien de kilomètres? Plus de 240 kilomètres. Waouh. Vous voyez, c'est de l'ultra-trail antique. Ah oui, c'est de l'ultra-trail antique, oui, mais ils étaient habitués et tout. Ouais. Donc, ils n'avaient pas les Adidas au pied. Enfin, je veux dire, il faut imaginer quand même l'exploit que ça pouvait être. Mais là, on est en 490 avant notre ère. Mais au IIIe siècle, un auteur a transformé complètement cette histoire, et il a fait de Philippides celui qui est parti de Marathon pour arriver à Athènes et mourir en disant que nous avons gagné. Bon, et on ne sait pas trop pourquoi il a fait ça, pourquoi ils ont fait ça, les historiens à cette époque, mais on a quand même une hypothèse, c'est qu'il s'agissait dans le récit de l'histoire... Ça donne un côté un peu dramatique. C'est ça, voilà. Ça donne un côté un peu dramatique, mais finalement, Philippides avait fait beaucoup plus que ça. Quant à la bataille de Marathon, elle est devenue, je dis encore une fois, extrêmement célèbre. Moment fondateur de l'identité grecque, vous dites? De l'identité athénienne. Athénienne, voilà, oui, il faut toujours se méfier, vous insistez beaucoup là-dessus, la différence entre la Grèce et Athènes. Les Athéniens ont montré qu'ils étaient capables de battre les Perses. Et alors, ils ont exagéré, évidemment, et le nombre et le danger qu'il pouvait y avoir. Les Perses n'auraient certainement pas détruit Athènes, certainement pas. Mais ils auraient probablement remis en place un tyran, Hippias, qui avait été éjecté de la cité athénienne 20 ans plus tôt. Donc ils défendaient aussi un peu la démocratie. Ils ont bien défendu le régime politique. Oui, c'est ça, voilà. De certaine manière, la démocratie, ou les débuts de la démocratie créée par Clisthène, ont été fortifiés par la bataille de Marathon. La démocratie, ça se gagne aussi par la guerre. Patrice Brun, merci beaucoup. Je ne commenterai pas cette dernière phrase. Vous êtes professeur émérite d'histoire ancienne à l'université Bordeaux-Montaigne, auteur de ces 50 dates historiques de la Grèce antique qui viennent de sortir chez Armand Collin. On se retrouve demain pour répondre à la question suivante. Comment s'intitule la plus ancienne tragédie grecque conservée? Pour l'instant, on reprend, c'est le livre que j'avais entre les mains, Pensées des violences sexuelles, Marie Chartrand, ça vient de sortir. C'est à la découverte. Patrice, merci.
Marie Chartrand, autrice de Penser les violences sexuelles à la découverte. J'en viens à ce que vous appelez l'œil du cyclone, sujet qu'on aborde régulièrement sur cette chaîne et dans cette émission, les violences sexuelles sur les mineurs. Vous rappelez d'ailleurs ce chiffre issu du rapport de la Civis publié en 2023. Une personne sur 10 a été victime de violences sexuelles dans son enfance. Ça fait quand même plus de 5 millions d'adultes. Et alors, on emploie bien l'expression violence sexuelle sur les mineurs et pas sur les enfants. Et ça, vous dites, c'est très important. Oui, effectivement, j'attache une importance à ce terme-là de violence sexuelle sur mineur. Pourquoi ? Premièrement, parce que le mineur, ça désigne une catégorie juridique, en fait, ça correspond à un statut qui déresponsabilise une partie de la population, donc en l'occurrence les petites personnes de 0 à 18 ans. Historiquement, les femmes étaient aussi considérées comme mineures, mais c'est une autre question. En tout cas, à la fois donc, en les privant de certains droits, mais également au motif que ça les protège. Et donc, ça permet effectivement d'envisager cette catégorie-là comme une catégorie juridique et donc politique. Et par ailleurs, ça pose aussi la question, ce statut-là spécifique, il permet de problématiser la question des violences sexuelles sur mineurs, puisque, comme on le sait, la plupart des violences sexuelles, elles ont lieu par l'entourage proche, au sein d'institutions familiales, et par des personnes ayant autorité sur ces personnes mineures. Et donc, ça permet aussi de se poser la question de savoir est-ce que ce statut-là ne permet pas de vulnérabiliser des personnes qui sont précisément ciblées pour leur vulnérabilité sociale. Et si vous parlez d'œil du cyclone, c'est parce que ces violences, elles sont au cœur d'un triptyque composé du genre, des violences sexuelles et de la domination. Oui, tout à fait. En fait, c'est là où j'ai voulu m'attarder sur la question des violences sexuelles sur mineurs, parce que c'est donc un grand foyer de prévalence de violences sexuelles. Et en fait, ce qui m'a importé, c'était de voir comment on pouvait l'articuler avec le rapport de pouvoir qui est le rapport de genre. Donc effectivement, je définis le genre comme un rapport de domination sexualisée, et je vois comment est-ce que ça vient s'imbriquer avec un autre rapport de pouvoir qui est le rapport d'âge. Et donc on voit qu'effectivement, les violences sexuelles sur mineurs, elles frappent non seulement les filles, mais également les garçons, dans des proportions significatives, que les agresseurs sont des hommes, mais il y a également des femmes, dans des proportions statistiquement non négligeables. Et un tiers de mineurs. Voilà. Par ailleurs. Et tout à fait. Et c'est aussi pour ça que je tiens à cette catégorie de mineurs, parce que violences sexuelles aux enfants laisse entendre que l'auteur est adulte. Que l'auteur est adulte. Et alors je dis l'auteur parce que c'est quand même, il y a quelques femmes, enfin c'est quand même, je ne sais plus combien, plus de 90% d'hommes. Oui. Donc on va garder le masculin pour le coup, si vous voulez bien, on ne va pas faire d'écriture inclusive sur ce coup-là. L'imposition de ces violences, elle ne met pas forcément en jeu directement la force physique. D'ailleurs, vous venez de le dire, vous parlez de pouvoir, vous parlez de... Ça repose sur beaucoup de manipulation, si bien que les enfants ont aussi parfois l'impression, alors évidemment je vais mettre 1 milliard de guillemets, qu'ils étaient d'accord. Et donc ça rend les choses très compliquées, parce qu'on leur pas forcément tenu les bras pendant ce temps, quoi. Oui, pour ça, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Premièrement, c'est qu'il y a un terme qui a été forgé par le psychanalyste Sonner Ferenczi, qui, je trouve, est très pertinent encore aujourd'hui pour penser les violences sexuelles sur mineurs, qui est celui de la confusion des langues. C'est-à-dire ce terme-là permet de désigner comment est-ce que le besoin d'amour, d'attention et d'affection des enfants complètement détourné. Est contré. Voilà, c'est ça. Face à cela, on a une sexualisation adulte que l'enfant ne peut pas comprendre et qui va susciter, du coup, des traumatismes profonds et durables, premièrement. Et puis... pardon, excusez-moi. Non, j'étais toujours sur cette question de la manipulation. Voilà. Et donc, par ailleurs, la question de l'enfant n'a pas les mots. Donc, infant, effectivement, étymologiquement, c'est celui qui ne sait pas parler, qui n'a pas les mots. Mais c'est aussi une question politique. La question de savoir comment est-ce qu'on octroie aux enfants la possibilité de désigner les violences qu'ils vivent, donc de leur apprendre les membres du corps, y compris les parties génitales, les violences sexuelles qu'ils peuvent subir, sans dramatisation. Mais enfin, c'est une histoire d'éducation aussi. Et à ce titre-là, d'ailleurs, les VARS, donc l'enseignement à la vie... Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est ça ? Et capitale, même si elle fait face en ce moment à un certain nombre d'intimidations, mais elle est fondamentale pour donner précisément des outils, y compris à des très jeunes personnes, pour nommer les violences qui subissent. Et à condition, c'est Israël Nizan qui le rappelait hier sur notre plateau, que les moyens soient donnés, pas comme en 2001 pour la précédente tentative, qui était sympathique, mais si on ne donne pas les moyens, si on ne forme pas les gens, ça ne risque pas de fonctionner. La dernière partie de votre travail, elle ouvre des pistes de solutions. Alors, ce n'est pas un ouvrage opérationnel, vous êtes philosophe, ça reste de la réflexion, mais quand même, il y en a une d'entre elles qui s'ancre dans des pratiques féministes, comme les groupes de parole ou l'autodéfense. Je m'arrête sur ces groupes de parole, vous dites quand même que de leur grande vertu, c'est le respect absolu de la parole des victimes. Et là, pareil, c'est né il y a longtemps, c'est né plutôt aux États-Unis, mais c'est aujourd'hui le fameux « femme, je te crois ». Oui, qui, là encore, se popularise. Oui, effectivement, je suis partie de ces deux pratiques féministes pour voir qu'est-ce qu'elles contenaient déjà comme pistes à la fois normatives et pratiques, donc pour aller vers un horizon de justice. Et effectivement, les groupes de parole, ce que les groupes de parole ont
comme principe fondamental, c'est d'accueillir les personnes qui viennent à elle comme victimes et d'accueillir leur récit comme étant véridique. Et cet accueil-là, véridique du récit de la personne victime, il est fondamental parce qu'il permet une première étape vers la reconstruction. Donc je construis ce qu'on appelle une éthique de la reconstruction, ce que j'appelle moi une éthique de la reconstruction à partir de cette pratique, notamment donc avec cette idée de reconnaissance. Donc c'est par la reconnaissance qu'une victime va commencer à pouvoir admettre et vivre comme réelle la violence qu'elle a vécue. Donc cette étape-là, elle est fondamentale. Elle se joue dans le rapport à l'autre, dans l'intersubjectivité. Et ça, c'est absolument fondamental. Les groupes d'autodéfense, je ne m'attendais pas à trouver ça. Oui, pour moi, c'est une autre pratique féministe d'accompagnement, alors pour le coup, et de prévention des violences sexuelles, qui me semble être fondamentale parce qu'il met en jeu le corps et la collectivité. Et il travaille, donc c'est ce que je démontre dans le livre, il participe aussi d'une éthique de la reconstruction qui dégenre, au sens où l'autodéfense féministe va permettre de travailler le corps d'une manière à effriter la manière dont le genre socialise les corps féminins à être vulnérables, faibles, à être repliés sur soi. C'est ça. Donc il y a cette question-là de la dégenrification du corps par l'autodéfense féministe. Et on va à la fin sur cette notion de justice transformative que nous avez expliquée en début d'émission, avec cette limite que vous rappelez-vous, que vous posez d'ailleurs, qui dit ça nous vient d'Amérique du Nord. Il faut faire le tri un petit peu, d'avoir une dimension très religieuse, le healing, la guérison. Bon, ça, c'est pas forcément votre... Oui, disons que je ne suis pas sûre que ça s'applique à la société française qui est démocratique. Il y a ça et la notion de communauté, en fait. Tout à fait. Effectivement, la justice transformatrice, ou transformative, moi je préfère ce terme-là, mais parce que c'est un horizon et ce n'est pas un résultat. La justice transformative, elle s'ancre en particulier aux États-Unis et au Canada dans des micro-communautés qui, pour des raisons historiques et sociales encore aujourd'hui, ont été marginalisées. Et pour trouver des réponses de justice face aux violences sexuelles, notamment qu'elles rencontrent en leur sein. Et donc, effectivement, ça s'est beaucoup développé au sein des communautés, pour des raisons pratiques également, parce que c'est une approche de la justice qui est une approche holistique, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte... Total. Exactement, total. Voilà. Donc, l'auteur, l'agresseur, la victime, les témoins, les parties prenantes, des médiatrices, mais également la collectivité. Toujours dans cette perspective d'identifier les causes sociales de la violence et de les transformer. Et donc, du coup, effectivement, ces pratiques-là se sont développées dans des communautés. En France, le terme de communauté, il fait peur très rapidement. On pense que la communauté, c'est l'autre. Voilà. Et donc, du coup... d'autres boîtes de Pandore. Je dis que le terme de société civile permet également de désigner... De rendre compte de tout ça. Voilà, ces groupes pré-politiques qui politisent en réalité, par leur action... les violences sexuelles. Marie Chartrand, j'ai une dernière question. Dès le prologue du livre, vous évoquez votre traversée d'une nuit de 6 ans dont vous peinez encore à dire le nom, je vous cite, avec en son cœur, je vous cite toujours, une relation qui vous a littéralement conduite au bord de la mort. Vous en dites pas plus, mais ça vient quand même au tout début du livre. Donc, si vous en dites pas plus, j'imagine que c'est à dessein et je ne suppose pas que vous allez en dire plus sur ce plateau, mais si vous nous le signalez quand même au début du bouquin, c'est que ça a une fonction. Vous auriez pu ne rien dire. Pourquoi vous nous dites... Enfin, ce qu'on comprend quand on vous lit, c'est de se dire, voilà, il y a quand même un rapport intime au sujet. Oui, je vous remercie pour cette question. Et effectivement, je ne pourrais pas en dire plus que ce qui est dit dans ces lignes. Par contre, ça me paraissait indispensable de les écrire. Parce que quand j'ai repris ce texte, qui est le texte de ma thèse, il me paraissait impensable de ne pas évoquer ce que moi-même, à titre personnel, j'avais pu vivre avant et pendant ce travail-là. Tout simplement parce que les violences sexuelles concernent chacun et chacune d'entre nous. En l'occurrence, moi, je suis située dans le rapport à cet objet, et que quand j'ai repris le manuscrit, je ne pouvais pas voir dans le même temps tout ce que j'avais pu en vivre, et qui par ailleurs a informé ce texte, a informé ce livre. Et par ailleurs, ça me permettait aussi de dire, bon, je suis aussi située, ma philosophie est incarnée, je ne vais pas parler depuis une position de surplomb. Et voilà. Et donc c'est là où la philosophe rencontre la grande question des sociaux, d'où tu parles, quoi. Vous avez répondu à la question. Marie Chartrand, merci beaucoup de nous avoir rendu visite, et dans cette semaine consacrée aux violences et à l'éducation sexuelle, on ne fait pas que les violences. D'ailleurs, vous avez vu, on a parlé de justice transformative, on parle aussi des solutions dans ces émissions. Merci de nous avoir rendu visite pour éclairer cela sous l'angle de la philosophie politique. Penser les violences sexuelles, c'est à la découverte, ça vient de sortir. Vous restez avec nous, on parle réseaux sociaux, on va dans un collège, toutes les semaines, le collège d'Amélie Paris, et elle nous le raconte, les années collège. Et toutes les semaines, nous poussons les portes du collège Maurice Utry, aussi à Paris, dans le 18e arrondissement, en REP. Plus. Il ne faut jamais que j'oublie le plus.
Toujours faire que j'oublie le plus, Amélie. Avec vous, Amélie Paris, vous y êtes professeure documentaliste et vous nous racontez les années collège. Alors, année qui rencontre la politique aujourd'hui, puisque le chef de l'État, Emmanuel Macron, a réaffirmé tout récemment sa volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et pourtant, les ados et ceux de moins de 15 ans ont leur préféré, Snapchat, qui a été créé au printemps 2011, il y a 14 ans d'ailleurs. Et oui, et qui est le préféré des jeunes de 14 ans. Et c'est sans surprise le premier réseau social chez les adolescents, mais seulement le 9e au niveau mondial, après entre autres Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp et TikTok, qui eux comptent des milliards d'utilisateurs, alors que Snapchat en enregistre... Oui, c'est rien. Une paille. Snapchat, 850 millions, voilà. dont 30% sont des adolescents. Mais alors, qu'est-ce qui différencie Snapchat, s'il est un peu moins important, des autres réseaux sociaux? Eh bien, il est surtout basé sur l'échange de photos éphémères. D'ailleurs, quand on ouvre l'application, c'est l'appareil photo qui se met directement en place. Et comme on s'envoie des photos qui ne durent pas, eh bien, les adolescents parlent plus facilement de choses intimes. Et c'est ça qui les séduit au moment de sa création en 2011 et qui continue de les séduire aujourd'hui, alors qu'à l'époque, sur Facebook, on parlait plutôt de choses sérieuses. Si bien qu'un an, juste après sa création, en 2012, Snapchat dépasse Facebook chez les adolescents. Et donc, quand on les entend dire « je dois faire mes flammes », ça veut dire qu'ils sont sur Snapchat. Là, exactement. Oui. Alors, les flammes, c'est un dispositif spécifique au départ à ce réseau qui permet de fidéliser et d'imposer aux utilisateurs d'envoyer tous les jours des photos à tous leurs contacts. Et l'entreprise les valorise avec un score. Alors, par exemple, Paco fait des flammes avec 42 contacts, et c'est avec Yanis qu'il détient son record de 711 flammes. Ça veut dire que ça fait 711 jours qu'il envoie des photos à Yanis, alors que c'est quelqu'un qu'il ne voit plus. Mais ouch. Il ne faut surtout pas perdre ses flammes, sinon c'est la catastrophe. D'ailleurs, l'application met un petit sablier quand on est sur le point de les perdre. Et cette sorte d'obligation, atroce, votre truc. Bah oui, ça les rend addicts aux flammes, donc forcément addicts à l'application. Et puis, ça les stresse. Alors, mis à part les flammes, les ados l'utilisent aussi pour communiquer entre eux. C'est le réseau social pour les groupes de classe, pour accéder à l'IA générative ou encore pour partager et voir la localisation de leurs contacts. Et tous s'accordent à dire qu'ils aiment beaucoup l'interface qui est très simple. Voilà, et on précise quand même que ça sert aussi à faire des photos de nude ou autre chose comme ça, que c'est entre autres pour ça qu'il faut l'interdire et que ce serait quand même une bonne chose de ce point de vue-là. Je dis ça puisqu'on fait une semaine spéciale sur les violences sexuelles, donc on ne va pas quand même omettre de rappeler le rôle délétère des réseaux sociaux dans tout ça. Snapchat qui existe depuis 14 ans, vous adorez raconter les histoires des objets culturels, alors Snapchat, donc au printemps 2011, 3 étudiants américains de la prestigieuse université de Stanford partent du constat que tout reste sur Internet. Ils vont donc lancer leur application qui s'appelle au départ Peekaboo, et pour que les utilisateurs ne peuvent s'envoyer que des photos éphémères. 10 secondes de visionnage et hop, elle s'efface. Mais Peekaboo fait un flop. Alors peut-être à cause de son nom, puisque quelques mois plus tard, en septembre 2011, ils décident de renommer Peekaboo en Snapchat. Snap pour éclair, et c'est donc plus parlant, et avec comme logo le petit fantôme blanc sur fond jaune. Et ça suffit pour commencer à attirer les jeunes utilisateurs qui ont entre 13 et 24 ans. Et le succès est fulgurant. Fulgurant. En un an, plus de 20 millions de photos seront partagées chaque jour sur l'application, qui connaît une ascension donc fulgurante, comme vous le disiez, et qui attire beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Il y a aussi Mark Zuckerberg qui vient de racheter Instagram et qui fait une proposition aux 3 créateurs qui refusent le deal. Et alors, est-ce qu'ils ont bien fait ? Bon, ça c'est des questions de grand business. Alors Snapchat qui risquerait de perdre quasiment tous ses utilisateurs, si on appliquait l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. De votre point de vue de professeur documentaliste, ce serait bien, pas bien? Non, d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans, ce serait une très mauvaise idée, parce que ça nous obligerait au collège de ne plus pouvoir parler de l'usage des réseaux sociaux, et c'est important d'en parler. Puisse continuer à en parler. Vous le rappeliez tout à l'heure. Voilà, mais de leur bon usage, évidemment. Merci beaucoup, Amélie, pour ce petit récit. On rappelle aussi la très belle enquête menée par l'enseignante chercheuse Sophie Gell, qui s'intitule « Les flammes de Snapchat, le travail émotionnel des adolescents », et dont vous nous recommandez la lecture. Tout à fait. Que de lecture. Et bien moi, je vous recommande la lecture de Penser les violences sexuelles de Marie Chartrand. Ça vient de sortir à la découverte. Marie, merci de nous avoir accompagnés dans toute cette émission et dans cette semaine spéciale autour des violences et de l'éducation sexuelle. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation. Marine qui est en régie aujourd'hui avec Saïd Mamou au son, Romain Luc à la réalisation, et le maquillage était signé Laure Audemont. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.